Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Donc, je m'appelle Édouard Salmon, je suis photographe et notamment photographe aérien. Et donc, vous vous en doutez, aujourd'hui, on va parler de photos aériennes prises avec des drones. Voilà, donc c'est un sujet peut-être que vous connaissez ou peut-être que justement vous ne connaissez pas et que vous aimeriez le découvrir. Donc on va essayer d'aborder en fait un petit peu le pourquoi du comment de la photo aérienne par drone, quelles sont les contraintes que l'on a et en fait quelles sont les possibilités aussi qui s'offrent à nous. Donc juste rapidement, je me présente, je m'appelle Édouard, je suis télépilote de drone professionnel depuis 2018 et j'ai découvert la photo par la photographie aérienne. Mon premier appareil photo était un drone en fait. Donc voilà, j'ai un parcours un petit peu à l'opposé de la plupart des photographes. Alors je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous saviez que ceci est un appareil photo ? C'est une question qui peut paraître un peu idiote de base, mais en fait, je me rends compte avec les années, en discutant avec des gens et en partageant un petit peu ma passion et mon métier de télépilote de drone, les gens ne savent pas forcément qu'en fait, le drone, aujourd'hui, est un véritable appareil photo. C'est une véritable caméra volante qui est déportée. Si je dis ça, c'est parce que ce n'est pas non plus un objet qui ne permet que de filmer. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, beaucoup de gens associent le drone avec la vidéo. Alors oui, c'est des caméras qui permettent de filmer, mais comme les caméras que l'on a aujourd'hui, les boîtiers, permettent à la fois de filmer et de photographier. Ici, c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est un véritable appareil photo et je vais vous montrer en fait que pour faire de la photo aérienne, il faut maîtriser un petit peu les mêmes éléments, je dirais, que pour de la photo classique. Et on va retrouver évidemment les mêmes types de réglages et on va avoir aussi quelques contraintes et quelques petits changements. C'est ça aussi qu'on va aborder. Le premier point, alors je vais assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier point en fait qui est très important, comme pour tout photographe et avec n'importe quel appareil photo, ça va être évidemment la gestion de la lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'image. Et là, on se retrouve avec un appareil photo donc volant, mais qui est muni d'un capteur d'image comme un appareil photo classique. Et donc, il va falloir pouvoir gérer sa lumière et son exposition pour pouvoir trouver un bon équilibre et faire l'image qu'on a en tête. Donc, la première chose, un des premiers secrets de la photo aérienne, mais qui est commun, encore une fois, il va y avoir beaucoup de passerelles avec la photo classique, ça va être évidemment de choisir son heure, puisqu'évidemment, on va voler avec de la lumière naturelle. En drone, on est rarement en intérieur, rarement en studio. Donc du coup, on est tributaire de la lumière naturelle, donc du soleil. Et évidemment, le choix de l'heure à laquelle on va évoluer va forcément avoir un impact sur son image. Et donc je vous montre plusieurs exemples. Comme pour une photo classique avec un boîtier, quand on privilégie une lumière dure en milieu de journée, par exemple en plein été à midi, on va avoir énormément de contraste entre le soleil et le ciel très brillant et le sol qui du coup va être alors très éclairé, mais si on fait son exposition par rapport au ciel, on va se retrouver très sous-exposé en fait au sol, puisqu'évidemment en drone on est en l'air, donc forcément on a une part de ciel qui est toujours souvent très importante sur notre image. On a beaucoup de lumière qui vient rentrer dans le capteur. On n'a souvent pas, je dirais, d'éléments qui viennent se mettre entre nous et le soleil, comme on pourrait avoir les pieds sur terre. On va avoir des bâtiments, des arbres, des choses comme ça. En drone, en général, on est au-dessus de tous les obstacles, donc on a la lumière directement en plein capteur. Et donc du coup, il va falloir trouver aussi le bon moment pour évidemment faire sa photo ou en tout cas trouver les bons réglages. Et on voit forcément que quand on va privilégier une lumière plus douce le matin ou le soir, on va avoir un rendu qui est évidemment complètement différent. Donc là-dessus, je dirais que ça rejoint pas mal la photo terrestre sur la photo aérienne. C'est-à-dire que l'heure à laquelle on va photographier va avoir une vraie influence sur son image finale. Vous voyez par exemple cet été, coucher de soleil, donc vers 21h, voilà, c'est là qu'on commence à avoir de très belles lumières, un ciel qui est plutôt intéressant et évidemment des ombres un petit peu étirées, donc qui donnent forcément tout de suite une ambiance plutôt sympa sur la photo. Le deuxième point par rapport à la gestion de la lumière, ça va être évidemment la vitesse d'obturation de son drone, puisque comme un appareil photo classique, on va pouvoir gérer son triangle d'exposition. Et donc, un des paramètres sur lesquels on peut influer, c'est la vitesse d'obturation, le shutter. Et donc là, tout de suite,
vous voyez, sur une même scène, en fonction du réglage que l'on va appliquer, on va avoir deux effets complètement différents. Là, tout dépend évidemment de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez montrer, si vous voulez figer une action, ou si au contraire, vous voulez donner un sentiment plus de vitesse. Voilà, donc ce que je veux vous montrer, c'est que comme sur un boîtier au sol, avec le drone, on peut gérer sa vitesse d'obturation et venir apporter du coup un effet un peu artistique à son image. En tout cas, donc là, on a une coureuse sur une piste d'athlétisme figée à 1 millième de seconde, donc on a figé l'instant. Il n'y a pas du tout de mouvement, on n'a pas tellement la notion de vitesse sur cette image. Finalement, on voit juste le mouvement dans son paroxysme, mais on n'a pas cette notion de dynamisme. Alors qu'à côté, on a un effet de filet, donc qui est techniquement un petit peu compliqué à réaliser en drone, puisque il faut se déplacer en fait en même temps que le sujet, à la même vitesse. Là, en plus, il s'agit d'une coureuse, donc elle bougeait les bras, les jambes, donc au final, c'est pas évident de la voir vraiment nette. Mais voilà, on a une vitesse de 1/15e de seconde, donc on a un résultat qui n'a rien à voir avec la première image. J'ai d'autres exemples comme ça. Donc vous voyez un surfeur au coucher du soleil. Donc là, on n'a pas beaucoup de lumière, mais on veut quand même le figer. On veut figer la vague, on veut avoir une photo nette. Donc on est sur 1/500e de seconde à peu près. À côté de ça, on a une image prise au Canada où là, on est sur une journée ensoleillée. On est sur évidemment une surface qui réfléchit énormément la lumière, la neige. Donc tout de suite, l'exposition est très forte. Donc on a envie aussi de figer, donc ça nous va bien. On va pouvoir mettre une vitesse très rapide, 1/1600e de seconde, et on voit qu'on a tout le mouvement qui est parfaitement net. Et là-dessus, on a aussi l'aspect de vitesse, puisqu'on a les projections de neige avec les petits flocons, etc., qui viennent donner vraiment un effet de dynamisme. Et à côté, alors complètement à l'opposé, on a une autre démarche où là, c'était le but de faire une pause longue, donc de 6 secondes. Donc c'est pas évident techniquement non plus à réaliser en drone. Alors le drone lui en soi ne bouge pas, donc il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste qu'il faut que les conditions soient parfaitement réunies, puisque s'il y a un peu de vent, le drone va un petit peu bouger. Et même si la caméra est stabilisée, on se rend compte que le moindre petit mouvement, le filet est complètement raté. Là en l'occurrence, c'était les bonnes conditions. Donc c'était le soir, un tout petit peu avant la nuit aéronautique, donc le soleil était déjà couché depuis quelques minutes, il faisait vraiment sombre, et donc en fait c'est les phares d'une voiture de la personne avec qui je faisais la photo. Je lui ai demandé de rouler et j'ai fait ma pause de 6 secondes, et donc cette lumière vient éclairer les sapins, etc., et donner un effet un petit peu sympa. Donc voilà, tout ça c'est des possibilités qu'on a avec la photo aérienne, juste en jouant sur la vitesse d'obturation. Alors quid de l'ouverture et des ISO? J'en parle très rapidement. Si je n'ai pas fait de rubrique dédiée là-dessus sur cette présentation, c'est pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de drones qui proposent une ouverture variable. Il y a des drones comme le Mavic 4 Pro et les gammes au-dessus, donc qui sont vraiment des drones qui commencent à être on va dire, à l'utilisation professionnelle avec aussi un certain budget, qui proposent une ouverture variable, en général entre f2 ou f2.8 jusqu'à f11. Mais sinon, les autres drones qu'on va retrouver sur le marché, je dirais grand public, qui sont les gammes mini, les gammes R, elles vont avoir une ouverture fixe à 1.8. Donc, voilà, on ne peut pas jouer sur ce paramètre-là pour gérer son exposition. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte et pas se retrouver un peu déçu ou surpris quand on achète un drone et qu'on se dit « Ah bah mince, je ne peux pas varier ». Alors, on se dit f1.8, on va avoir un problème de profondeur de champ, c'est très ouvert. C'est vraiment à relativiser en drone parce qu'on est en général loin de son sujet. Donc même à 1.8, on va être net sur à peu près tous les plans en fait. Et même si je prends un drone ouvert à 1.8 et que je le mets proche de mon sujet, le flou d'arrière-plan ne sera pas aussi prononcé que sur un objectif, on va dire, classique. Donc c'est pour ça que je ne parle pas vraiment d'ouverture. Après, si vous voulez vraiment avoir la main mise sur tout votre triangle d'exposition, il faut partir sur des modèles un peu plus perfectionnés comme la gamme de Mavic 4 Pro qui permet donc une ouverture variable. Ensuite, les ISO, alors j'en parle très rapidement, c'est toujours le facteur qui fait un peu mal quand on le bouge, parce qu'on sait que plus on va monter ces ISO, plus on va dégrader la qualité de l'image. Il faut savoir que les drones, ça reste des appareils photo avec des capteurs qui sont relativement petits. On parle de capteurs sur les gammes mini qui font 1 pouce aujourd'hui.
jusqu'à du micro 4 tiers sur la gamme Mavic. Donc micro 4 tiers, ça commence déjà à être un capteur plutôt intéressant, un capteur qu'on peut retrouver sur certains boîtiers. Par contre, évidemment, la dynamique de ces capteurs-là, elle n'est pas encore aussi performante que les dynamiques d'appareils photo réflexes ou hybrides que vous pouvez utiliser. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait essayer, dans la mesure du possible, de ne jamais trop toucher à ces ISO. Alors aujourd'hui, avec l'IA et notamment les logiciels de post-traitement, voilà. Les logiciels de post-traitement dont on dispose, c'est un vrai game changer parce que on peut maintenant augmenter les ISO et pouvoir retoucher ces images et garder de la qualité. Mais sur un drone, j'ai tendance à dire qu'il faut essayer d'éviter d'y toucher. Donc on se rend compte finalement que dans le triangle d'exposition, en fonction du modèle, on va avoir la main sur un ou deux paramètres, mais pas forcément sur les trois. Donc c'est quelque chose, c'est une contrainte qui peut être à prendre en compte lorsqu'on fait de la photo aérienne. Donc ça, c'était pour la gestion de la lumière. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du cadrage et de la composition. Donc ça peut paraître toujours un peu abstrait parce qu'on n'a pas le boîtier comme ça sur l'œil et on ne peut pas gérer sa compo. Il faut arriver à se dissocier finalement de l'appareil. Et en fait, on peut faire son cadrage grâce au retour vidéo que l'on a sur la radiocommande. Et derrière, on a toute la latitude de pouvoir gérer sa compo avec le drone une fois qu'on a pris en main le pilotage. Alors, dans le cadrage et la compo, la première chose dont je veux parler, c'est de la focale. Jusqu'à il y a quelques temps, les drones, ils étaient munis d'une focale fixe, qui est en général un équivalent 24 mm, donc plutôt de très grand angle. Voilà, pour de la photo, on va dire, de paysage, hein, finalement, c'est un peu à ça que peut se prêter le drone. Les fabricants, en tout cas, se sont rendus compte que pour les besoins notamment des vidéastes, il y avait un besoin de changement de valeur de plan qui était nécessaire. Et donc, ils ont commencé à introduire depuis quelques années différentes focales dans leurs objectifs. Donc, soit on a possibilité de zoomer de manière optique, soit aussi de zoomer de manière numérique. Mais en tout cas, on se retrouve avec des modèles comme celui-ci, qui aujourd'hui a un 28 mm sur son capteur principal et un équivalent 70 et 168 mm sur les deux autres capteurs. Donc, ce qui nous permet une variété de prises de vue tout aussi étendue. Je vous montre des exemples, par exemple ici, avec une photo prise avec un équivalent 70 mm, où le mont Fuji nous apparaît beaucoup plus proche que ce qu'il est par rapport au lac et au petit tori qui est en bas. Et à côté, on a aussi cette même montagne, du coup, mais à 160 mm, où là, on voit que du coup, on est vraiment très proche. C'est un gros plan sur la montagne. J'aurais pu même zoomer encore un petit peu plus. Et à côté de ça, on a la possibilité de faire du très grand angle, où là, on a à peu près la même scène, mais du coup, dans son ensemble. Et là, j'ai même triché, je vous dis que c'est du 24 mm, mais c'est même encore plus, parce que c'est un panorama que j'ai fait. Donc on serait même sur un équivalent, je dirais, 18, voire 16 mm, en fait, en termes de focale. Donc maintenant, aujourd'hui, les drones nous permettent vraiment d'avoir ces différentes approches sur la plupart des modèles, d'avoir une ou deux, voire trois valeurs focales différentes, ce qui permet de pouvoir composer. Ensuite, quelque chose qui est propre au drone, là pour le coup, ça va être l'inclinaison de la caméra. Donc le tilt gimbal, ce que j'appelle le tilt, c'est vraiment l'inclinaison de haut en bas de la nacelle qui tient la caméra. Et donc en fait, ça fait partie de la composante du drone, c'est-à-dire que le drone, vous allez pouvoir le monter, le descendre, le faire tourner sur lui-même, mais vous allez aussi pouvoir incliner plus ou moins la caméra vers le bas ou vers le haut, et ça va vous donner des lectures de scène complètement différentes. Ici, sur la même scène, on a trois photos. On en a une avec un tilt à peu près à 5 degrés, donc j'étais quasi à hauteur, donc ça fait presque une vue d'homme, je dirais. Bon, je suis au-dessus d'un lac, donc ça n'aurait pas pu être une photo au boîtier, mais en tout cas, voilà, on a cette vue vraiment juste standard. Ensuite, on a une vue beaucoup plus plongeante, donc à 60 degrés un petit peu, donc l'angle de la caméra est à 60 degrés. Et enfin, on a une prise de vue, alors que moi j'affectionne particulièrement, qui est à 90 degrés. Donc là, on est vraiment à la verticale, au-dessus, à l'aplomb de son sujet. Et donc, on a un même sujet, mais on a trois manières de le photographier différents en fonction de l'angle de la caméra. Voilà, donc ça apporte aussi ce type de possibilités créatives. Ensuite, on peut aussi se baser sur des règles classiques de photo, hein, la règle des tiers, hein, qui nous permet de placer en fait des éléments forts de l'image sur des intersections au tiers. Donc on voit qu'une photo comme celle de gauche, on va avoir 2 tiers de sable, 1 tiers d'eau, et la personne est centrée sur l'image, mais placée sur le tiers supérieur. Donc voilà, ce qui donne une composition équilibrée. Et à côté, on a une photo de paysage à peu près classique, mais on voit que j'ai respecté la règle des tiers sur la répartition entre le sol et le ciel. En l'occurrence, le ciel ici, il était uniforme, il n'était pas très intéressant, donc il n'y avait pas trop d'intérêt de laisser plus qu'un tiers de ciel. Et derrière, j'ai essayé de positionner des éléments forts de la roche, en fait, sur les tiers, pour que la compo soit assez équilibrée.
Ensuite, ce sur quoi on va pouvoir jouer, ça va être la hauteur de vol, finalement. La hauteur de vol, ça va être la distance que l'on va avoir par rapport au sujet, mais ce n'est pas nous qui allons bouger, c'est le drone qui va monter ou descendre. Et on va avoir des lectures de scène complètement différentes aussi, en fonction de la hauteur qu'on utilise. Alors même sur cette image-là, c'est même encore triché, comme tout à l'heure le panorama, c'est-à-dire que là, on semble très très haut. En fait, je ne voulais pas monter à plus de 120 mètres de haut, puisque c'était la hauteur légale. Mais j'avais pas la scène dans son ensemble, donc c'est un panorama vertical où je suis venu assembler et empiler des images pour avoir cette notion, cette impression vraiment de hauteur. Mais on voit que pour une même scène, ici dans le désert de Wadi Rum en Jordanie, sur la même scène en tout cas, j'ai utilisé 3 hauteurs différentes. On a 3 images qui marchent parfaitement l'une avec l'autre, mais qui du coup n'ont pas tout à fait la même histoire, ou qui en tout cas viennent se compléter l'une avec l'autre. On a une première à une hauteur de 15 mètres qui là va vraiment mettre en avant le sujet. C'est presque un portrait aérien, je dirais. On va pouvoir distinguer les détails de la personne et du sujet. On va avoir une photo à 50 mètres où là on va avoir un peu plus de contexte, toujours en se focalisant sur le sujet. Et enfin, on a à la hauteur maximum de 120 mètres où là, finalement, le sujet devient juste un détail de l'image, juste pour donner une notion d'échelle. Et le sujet, finalement, c'est le paysage en lui-même. Voilà, donc on peut varier ces hauteurs de vol pour raconter une histoire différente ou en tout cas proposer une série de photos sur le même sujet. Vous voyez, ces photos, elles ont été prises à quelques secondes d'intervalle, mais du coup, à chaque fois, avec des hauteurs différentes, ce qui m'a permis d'avoir ce petit reportage et de raconter cette histoire. Et enfin, le dernier point que je veux aborder, parce que ça passe très vite, c'est maintenant de proposer une démarche artistique. C'est de trouver son style en photographie aérienne. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place depuis des années. Je fais beaucoup d'images, par exemple, avec des vues à la verticale. C'est ce que j'aime particulièrement. Mais voilà, il y a plein de façons de trouver son style. Donc, par exemple, ça va être de jouer sur les éléments. Les éléments que moi j'aime bien mettre en avant, ça va être les ombres, parce que du coup, quand on est à la verticale, on distingue peu les personnes, on voit que le haut de la tête, les épaules. Donc les ombres, ça va donner vraiment vie à la photo, on va se rendre compte du geste ou du mouvement qui est en train de se produire, et ça va donner un petit aspect un petit peu poétique à l'image. Ensuite, en drone, on peut révéler plein de choses qu'on a au sol, mais dont on ne se rend pas compte, puisqu'on est au sol. Donc ça va être tout ce qui est jeu sur la géométrie aérienne, donc qu'elle soit naturelle ou artificielle. Jouer sur les textures, parce que qu'on soit au-dessus d'une forêt, d'une plage, de la mer, etc., on va avoir des textures complètement différentes. Et enfin, le minimalisme, donc trouver un sujet et mettre un gros espace négatif autour. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc vous voyez, les ombres, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Et ça peut vraiment apporter de la force à l'image. Vous voyez, sur un skatepark, lors d'un reportage pour un mariage, ou une photo dans un marais salant avec un saunier. Donc voilà, 3 gestions des ombres différentes, mais 3 images assez poétiques finalement dans la scène. Donc la géométrie au sol, comme je vous disais, elle peut être artificielle ou naturelle. Donc ça peut être un bosquet qui a une forme particulière. Vous voyez, ce bosquet a une forme d'un cœur. On ne peut pas s'en rendre compte quand on est au sol, mais c'est la photo aérienne qui a permis de révéler ça. Ou après, des choses comme des terrains de sport ou des circuits automobiles, ils vont avoir des formes un peu géométriques, rondes, carrées, etc., qui vont être très intéressantes à photographier. Par exemple, ce terrain de foot, du sol, on ne voyait pas vraiment la différence de couleur entre chaque bande d'herbe. Et c'est une fois en l'air qu'on se rend compte un petit peu de la beauté de ça. Donc les textures, j'en parlais, ça peut être de la neige, des arbres, du sable. Ça donne quelque chose d'un peu abstrait, presque pictural, et c'est toujours très intéressant à photographier en photo aérienne. Le minimalisme, alors ça se prête très bien à la photo aérienne en bord de mer ou sur des sports nautiques par exemple, parce qu'on va avoir naturellement beaucoup d'espaces négatifs, ou par exemple à la neige, on va avoir des surfaces qui sont complètement uniformes, que ce soit l'eau ou la mer, et du coup on a juste à mettre un sujet dessus, et on crée cet espace négatif, et tout de suite le sujet va être bien mis en avant, et on va donner force à notre image aérienne. Donc ensuite, on l'a un petit peu abordé, on peut aussi jouer sur la vitesse pour donner une notion un peu artistique à son image, donc faire des panning shots, donc suivre son sujet en mouvement à la même vitesse pour le figer et avoir un flou de mouvement sur tout le reste de l'image. C'est techniquement un peu compliqué, il y a beaucoup de déchets quand on fait ce genre d'image parce que forcément on va essayer plein de fois et les 3 quarts du temps on va être flou sur toute l'image et on va avoir raté sa photo, mais voilà, c'est normal, il faut essayer, il faut s'entraîner, il n'y a pas besoin d'aller très vite.
j'ai des images où en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vitesse, mais en fait 5 km/h avec une vitesse à 1 dixième de seconde, on a déjà cette notion de vitesse qui est bien présente sur l'image. Et enfin, ça passe aussi pour moi par la notion de réinventer des sujets. Donc, c'est-à-dire prendre des sujets qu'on a l'habitude de voir en photo et essayer de les adapter à la photo aérienne. Donc, je vous en ai sorti 2 qui, moi, me sont chers. Donc, ça va être la photo de sport et la photo de littoral, qui sont 2 sujets que j'aime beaucoup pratiquer en photo aérienne. Donc, alors, je commence par le littoral, du coup, avec des images que vous avez peut-être déjà vues. Forcément, on a un mélange des textures, un mélange de couleurs, un mélange de surface. C'est toujours très intéressant à prendre en photo. On a évidemment, s'il y a une belle lumière, s'il y a un petit sujet, un bateau ou quelque chose, ça donne toujours force à l'image. La plage vue de dessus avec les vagues, le bleu de la mer, le jaune du sable. Il y a des contrastes de couleurs et de tonalités qui sont très intéressantes. Donc, c'est des images qui marchent toujours très, très bien. Des fois, en bord de mer, on a aussi la chance d'avoir des très beaux couchers de soleil ou des très beaux levers de soleil. Donc, c'est toujours aussi fantastique à photographier. Et le sport, ça, c'est un de mes domaines de prédilection. Voilà, c'est essayer d'amener une notion d'artistique dans la photo de sport. Alors, on a vu avec les Jeux Olympiques qu'il y a beaucoup de photographes, justement, qui ont réussi à faire des photos de sport très artistiques. Et ça, les JO ont mis en avant beaucoup de créateurs et de photographes dans la photo de sport. Qui change de la photo au téléobjectif qu'on voit d'habitude, du mouvement figé un peu classique. Moi, c'était un peu cette démarche-là que j'ai entrepris il y a déjà quelques années. C'était de photographier en fait toutes les disciplines possibles, vues de dessus à la verticale, en jouant sur les ombres, sur le minimalisme et sur la géométrie. Voilà, donc vous avez quelques exemples de sports que j'aime photographier, le surf, le basket, le tennis, l'athlétisme. Donc voilà, il y a une vraie démarche artistique dans ce type de photo. En tout cas, c'est ce que j'essaye de mettre en avant. Et du coup, c'est le petit moment auto-promo. Tout ce que je viens de vous décrire ici, je l'ai compilé dans un livre qui vient de sortir chez Erol. Donc en fait, ça s'appelle Les secrets de la photo aérienne avec un drone, tout simplement. Donc dans ce livre, je vais vous parler du matériel. Là, on l'a abordé très rapidement, mais je passe en revue un petit peu les différents types de drones qui existent avec leurs capacités, leurs limitations, et j'essaie de vous guider pour savoir quel drone est fait pour quelle personne et quelle utilisation. On parle aussi de la législation, parce que là, je ne l'ai pas abordé, je me suis concentré sur l'aspect, on va dire, créatif de la photo aérienne, mais il y a évidemment un volet législatif qui est à prendre en compte quand on fait du drone. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas comme avec un boîtier où on sort dans la rue et hop, on fait ses photos. Non, là, c'est des choses qui nécessitent de la planification, du repérage, et éventuellement des démarches administratives en fonction de la zone où on veut voler. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur la législation drone avant de vous dire je lâche 3 000 € dans un drone et puis vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire non plus ce que vous voulez. Donc voilà, il y a tous ces volets-là législatifs dans le livre. Je parle aussi un petit peu de voyager avec un drone. Vous avez vu que j'ai fait des images un peu partout dans le monde avec des drones. Donc chaque pays a aussi ses règles. Donc c'est bien aussi de le prendre en compte. Et puis après, il y a tout l'aspect prise de vue qu'on a abordé rapidement aujourd'hui. Ça va de la gestion donc, de la lumière, du cadrage, de la compo et de la démarche artistique. Et enfin, on parle aussi du post-traitement des images, puisque les drones vous permettent aujourd'hui de photographier en RAW, donc comme sur un boîtier classique. Donc, alors vous pouvez photographier en JPEG aussi si vous avez envie, mais vous pouvez en tout cas photographier en RAW et avoir toute une latitude en post-traitement, comme vous pouvez l'avoir sur un boîtier terrestre. Donc voilà, il y a tout un petit volet sur le post-traitement. Et enfin, voilà, vous pouvez me retrouver mon travail sur notamment mon Instagram, donc Sky Studio FR, où je partage des photos de voyage, de la photo aérienne, de la photo de sport, un petit peu de tout, mais il y a toujours... vous verrez que la photo aérienne par drone a une part quand même prépondérante sur mon travail, et donc j'essaye toujours d'inclure un petit peu de photos aériennes dans mes reportages, même à l'étranger. Voilà, j'aime bien avoir au moins 1 ou 2 photos aériennes pour venir agrémenter un reportage photo terrestre.
Et voilà, eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Il me reste 42 secondes, donc je crois qu'on est pile poil dans les temps. Après, il y a 5 minutes pour les questions, j'avais 25 minutes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme je disais, si après, j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je serai au stand des rôles qui est juste ici pour répondre aux éventuelles questions que vous avez. Merci. Y a-t-il des questions où j'ai été tellement clair que c'est limpide? Oui. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les questions. Je crois qu'il y a un micro qui va arriver. Vous aviez dit que le drone c'était assez stable de manière générale dans des bonnes conditions. Je voulais savoir si l'astrophotographie c'était possible en drone ou si c'est quelque chose qui est même pas envisageable. Alors, j'ai jamais essayé. Je sais que c'est possible. J'ai déjà vu des images faites. Alors, je sais que le temps de pause maximum n'est pas très très élevé. Je crois de mémoire qu'on peut faire des pauses jusqu'à 8 secondes. Donc 8 secondes pour l'astrophoto, c'est un peu court, mais on peut déjà révéler quelques étoiles. Après, il faut savoir que sur les pauses longues en drone, que ce soit du filet de mouvement comme j'ai fait ou de l'astrophoto, même si c'est stabilisé, la moindre petite brise peut venir, enfin s'il y a le moindre micro-mouvement sur l'image, elle sera floue. Et donc, si les conditions sont parfaitement réunies, c'est possible. Techniquement, c'est possible sur une pause jusqu'à 8 secondes. Maintenant, il faut vraiment qu'il n'y ait pas un pet devant, enfin, ou en tout cas qu'il y en ait vraiment très peu pour que la nacelle vienne compenser ce léger mouvement. Voilà. Mais c'est faisable et ça peut se tenter. Pas d'autres questions? Ah si, là-bas. Sur les photos dynamiques, type de sport, est-ce que le temps de latence, c'est pas trop un souci au niveau de la prise de vue? Alors, c'est une bonne question. Ça peut être un problème. Il faut savoir que sur du single shot, donc juste une image, il n'y a pas de temps de latence ou vraiment très peu. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de souci. Par contre, sur la rafale, comme j'utilise pas mal en sport, pour être sûr de figer le mouvement au bon instant. Là, il y a un petit temps de latence qui est pas long, mais en fait, ça nécessite un peu d'entraînement. Au bout d'un moment, on connaît et on sait quand déclencher. Mais sur les premières séances, je conseille de s'entraîner un petit peu parce que, en gros, si je décompose le mouvement, je dis 3, 2, 1, go. Il faut que je déclenche entre le 1 et le 2. Si je dis 1, 2, 3, go, il faut 1, clac, je déclenche. 2, 3 go pour avoir. Sinon, j'avais toujours trop tard en fait. J'avais la fin du mouvement. Donc il y a un petit temps de latence, notamment sur la rafale. Alors là, sur le Mavic 4 Pro que j'ai commencé à utiliser, j'avais le Mavic 3 Pro avant. Le Mavic 3 Pro, il y avait un gros temps de latence. Sur le Mavic 4 Pro, j'ai l'impression que le temps de latence a été un peu réduit, mais il est toujours présent. Donc en fait, il faut tester. Et puis il faut voir. Après, on sent le truc, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Ouais. Il y a une autre question. Ça sera juste la dernière, par contre. Ok. Après, pour les autres, s'il y en a qui veulent, il n'y a pas de problème. Alors, déjà, un complément par rapport à la question de l'astro. La législation empêche de voler de nuit par défaut, n'importe comment. Déjà. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Oui, vous avez raison. Alors, avec les autorisations qui vont bien, d'accord. On pourrait. En fait, on peut obtenir des dérogations de vol pour voler de nuit, donc après la nuit aéronautique. Il faut savoir que sur des drones d'une certaine dimension, en dessous de 50 mètres de haut, on n'est pas obligé d'avoir de dérogation. On peut voler de nuit, mais au-delà de 50 mètres, il faut une dérogation qui est longue à avoir et compliquée des fois à obtenir. Déjà, il y a des conditions. Voilà. Oui, il y a des conditions. Non, mais c'est vrai, vous faites bien de le dire. Je l'ai pas vraiment abordé, mais oui, voler de nuit. Bon, faut savoir que de toute façon, comme je l'ai dit, les capteurs sur les drones sont quand même plus petits et un peu moins performants que des capteurs classiques. Donc, je dirais qu'une photo de nuit aura peut-être pas un rendu non plus exceptionnel. Voilà. Et en plus, il y a cette contrainte législative qui vient corser un peu le tout. Moi, ma question concernait les bords de mer. Est-ce que tu utilises des filtres polarisants? Oui. Et dans ce cas-là, comment tu pratiques? Tu le règles avant d'envoyer le drone? Alors oui, c'est une bonne question. J'en parle aussi un peu dans le livre. Il faut savoir qu'en photo, alors sur les drones, il y a comme sur les appareils photo, tout un tas de filtres qui existent, filtre ND, filtre UV, etc. Celui, moi, en photo que j'utilise principalement, c'est un filtre polarisant qui va venir atténuer les reflets qu'on va avoir sur des surfaces comme les surfaces de l'eau quand il y a beaucoup de lumière. Ce qui est un peu compliqué, en général, c'est des filtres qui sont circulaires. Donc on peut gérer l'intensité du filtre, sauf qu'en fait, tant qu'on n'est pas en l'air, on ne peut pas vraiment savoir. Donc moi en général, je prends le filtre, avant de l'installer sur le drone,
je pointe vers l'endroit le plus lumineux sur l'eau, je fais mon réglage, en général je le règle au max, hein, et je l'installe, et c'est comme ça. Mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui de solution. Il y avait sur le Mavic 4 Pro, finalement c'est pas sorti, DJI avait pensé faire des filtres électroniques qui auraient permis éventuellement en vol de pouvoir modifier le degré de son filtre, mais ça n'existe toujours pas. Donc sinon c'est voilà, on teste, on va en l'air, si ça convient pas, on ramène, on modifie et voilà. Mais bon, en général, moi je règle le fil polarisant au max. Et puis quand je photographie beaucoup à la verticale, il y a un peu moins de lumière quand même dans le capteur, donc ça atténue. Voilà. Merci pour l'exposé. Merci. Eh bien, merci à tous pour votre attention et peut-être à tout à l'heure. Et puis bon salon, sinon. Merci.